lointain sommeil, aussi peu profond que je puisse m'en souvenir, que je trouvèrent le repos éternel. Derrière ces portes, il y avait une table, l'odeur du sang, l'odeur du métal, le goût du métal dans ma bouche, le goût du sang dans ma bouche. D'un lointain sommeil, aussi peu profond que je pouvais m'en souvenir, j'étais couché dans mon lit. Mais ce soir-là, j'étais levé, j'étais bien éveillé, le goût du métal dans ma bouche, l'odeur du sang, l'odeur du froid, la pluie qui était en train de grelotter au-dessus de moi. J'avançais, encore et encore, dans ces lointaines contrées, j'avançais dans ces lointaines contrées, et je me retrouvais en face d'une porte. Je me retrouvais en face d'une porte rouge. Ensuite, plus loin, il y avait une personne, un homme, très similaire à moi, presque comme moi. Cet homme, à côté, me regardait. Il pointait du doigt une direction. Je lui ai fait un signe. Il m'a regardé. J'ai marché, et aussi loin que je m'en souvienne, son ombre a disparu derrière moi. Je suis arrivé à cette porte rouge, je l'ai poussée vers l'avant, faisant un grincement horrible qui résonnait encore dans mes oreilles aujourd'hui. Je regarde devant moi, et j'aperçois une table de morgue. Les lumières sont éblouissantes, il fait froid à l'intérieur. Un seul frigo est ouvert. À l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de linceul, il n'y a rien. Je regarde le frigo de la morgue qui est ouverte. Le frigo de la morgue qui est ouvert, je regarde à l'intérieur. Il n'y a rien, pas de corps, pas de linceul, pas d'odeur, rien. Je me recule et je referme le frigo, et je me recule. Je sens alors une odeur et un voile d'acier derrière moi. Derrière moi, je sens un voile d'acier, l'odeur du métal. Ensuite, quand je me recule, j'ai l'impression de marcher dans une flaque d'eau. Je regarde par terre, c'est une flaque de sang. La flaque de sang fait le contour de la table, et je me recule un peu plus. Une femme me saisit par les épaules et me regarde. Elle me demande « Qu'est-ce que tu fais là, jeune homme ?» Je la regarde et je n'aperçois pas son visage. Au-dessus d'elle, elle a un voile noir. Elle a un voile noir au-dessus d'elle et porte une longue robe noire que je n'aperçois guère. Cette longue robe noire que je n'aperçois guère, je la vois, un instant, plus loin, en dessous d'un lampadaire, d'un néon. En dessous d'un néon et d'un lampadaire, plus loin, j'aperçois sa longue robe noire. J'entends le bruit d'une canne qui fait toc, toc, toc contre le sol. J'entends le bruit de cette canne quand elle fait le tour de la table, d'autopsie. J'entends le bruit de cette canne qui continue à faire toc, 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 résonnant ainsi partout autour de moi. Je me retourne et j'aperçois une ombre. J'aperçois une ombre derrière les deux portes ouvertes. Il y a le couloir que j'ai traversé, qui s'approfondit encore plus. J'ai l'impression qu'il est plus profond que je ne l'ai traversé. Je regarde les deux portes ouvertes et une ombre approfondit le couloir. Je n'aperçois qu'une seule porte tout près de moi, à gauche, sur le côté. Sur le mur tout près de moi, à gauche, il est écrit sortie sur la porte, et j'aperçois un courant d'air. Je sens un courant d'air, un filet d'air qui tourne autour de moi. Ce filet d'air qui tourne autour de moi me parle d'une voix faible. Je le regarde, et à l'intérieur du couloir, je n'aperçois rien. Je n'aperçois guère que le sang, que le métal, que l'odeur du sang, l'odeur du métal, que le froid, et la puissance de cette pièce derrière moi, avec encore le bruit de cette canne, qui s'approche et qui s'approche. Toc, 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 fait la canne. Derrière moi, la jeune femme se retourne et me demande encore une fois « Que fais-tu là, jeune garçon ?» Je la regarde et je lui dis « Moi-même, je n'en sais rien. » Je me pose par terre et je regarde la lumière. Je regarde la lumière au-dessus de moi qui commence à vibrer. Un jeune chat noir vient se poser à côté de moi. Un jeune chat noir se pose à côté de moi. J'observe ses yeux verts. J'observe son œil brun. J'observe son œil brun, j'observe son œil vert. Ce chat a les yeux verrons. Il vient se poser à côté de moi.
C'est un chat noir, entièrement noir. Je le caresse, je l'entends ronronner, et je regarde ses vibrisses. Ensuite, je me lève et j'entends toc, 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 au fond du couloir. Le bruit de la canne a disparu. La jeune femme m'emmène dans le couloir, et les portes se referment d'un bruit sévère. Je suis dans une allée que je ne connais pas. Je suis dans cette allée que je ne connais pas, et plusieurs ballons de baudruche m'attendent au coin de la sortie. Il y a plusieurs ballons qui m'attendent au coin de la sortie. Une personne, une femme, avec un visage très lisse et fin. Cette femme, avec un visage très lisse et fin, me fait un signe. Je la regarde et je penche la tête. Celle-ci penche la tête comme si c'était un miroir. Comme si c'était un miroir, elle penche la tête et je m'avance. J'entends soudainement les pleurs d'une fille. J'entends les pleurs d'une fille, je m'avance. Une porte s'ouvre sur le côté. Je la prends et je la franchis. Je la franchis, je prends la porte sur le côté. Je referme cette porte. Cette femme me fait un dernier signe, relève la tête et commence à me regarder de loin. Je monte les escaliers pas à pas, en écoutant l'écho des escaliers en dessous et au-dessus. La jeune fille, je l'entends toujours pleurer. Je monte petit à petit. J'ai l'impression que je suis dans le noir, mais il y a une lumière qui m'éclaire. Je monte encore, et j'entends mes pas franchir les marches, les unes après les autres. Je continue comme hypnotisé, comme si quelqu'un me guidait à travers mes marches, à travers mes pas. Et j'arrive en haut, et j'entends un souffle glacial se poser sur ma peau, sur mon dos. J'ai la chair de poule. Je regarde autour de moi. Il y a une porte fermée, une porte ouverte, et il y a une horloge. J'entends tic, tac, tic, tac, de plus en plus. Je la regarde et je m'arrête devant. La jeune fille rigole et je la poursuis. Je la poursuis et elle s'arrête. Elle tient quelque chose en main. Je vois qu'elle le secoue. Elle secoue cette chose qu'elle a en main. Je regarde. Je demande à la jeune fille si elle a un nom. Elle se tourne et la jeune fille n'a pas de visage. La jeune fille n'a pas de visage quand elle se tourne. J'entends qu'elle me dit « Je continue mon chemin. La jeune fille prend ma main et continue le chemin avec moi. La jeune fille prend ma main et continue le chemin avec moi. Elle n'a pas de visage, mais tout au long du chemin, tout au long de la tracée du chemin, elle me dit « Je ne sais pas pour quelle raison elle me dit de me calmer. Je ne sais pas pour quelle raison elle me dit de me taire. Je respire et j'entends très fort ma respiration. J'entends très fort ma respiration, plusieurs fois. La jeune fille à côté de moi me regarde et me serre un peu plus fort la main. J'arrive en face d'une porte blanche immaculée. La porte blanche immaculée, je la pousse, et juste derrière, il y a une femme qui l'attend, la femme qui me faisait signe. Je m'approche un peu plus de la femme, juste en dessous d'une lumière. Juste en dessous d'une lumière, je m'approche un peu plus de la femme et je la regarde. Elle n'a pas de visage non plus. Une autre personne arrive avec un visage et me dit, tout simplement, un murmure à l'oreille. Elle me dit un murmure à l'oreille en murmurant. Elle me dit un mot. Je ne le comprends pas. Je me tourne vers elle. Je pars en arrière et je rentre dans le couloir. Le couloir est noir et une voix m'attend au bout. Elle me parle dans ma tête. Elle me parle dans ma tête, une voix m'attend au bout et elle me dit « Continue ton chemin, tu y es presque ». J'entends au-dessus de moi ce que je ne vois pas. Ce que je ne vois pas au-dessus de moi, à cause de la noirceur du couloir, c'est que j'entends que le béton est en train de se briser. J'entends que les murs sont en train de se briser. J'avance un pas devant l'autre, comme hypnotisé. J'essaye d'ignorer ce bruit qui me fait peur, et j'arrive en face, une autre porte abandonnée, qui a été utilisée plusieurs fois. Il y a plusieurs traces de mains dessus,
des traces de griffes, des marques de sang. Et je regarde. Je regarde ces marques de sang séchées, et je sens tout autour de moi. Je palpe la porte et je sens tout autour de moi. L'odeur du métal, l'odeur du sang qui revient encore une fois. Derrière, il y a un visage, une jeune femme, avec les traits bien dessinés. Avec les traits bien dessinés, le visage fin, le visage lisse, elle me regarde. Elle me fait signe d'entrer. J'entre et la porte se ferme. Elle m'explique que les 2 personnes là-bas, ce sont des copycats. Je les regarde et je lui dis comment ça des copycats. Elle me dit que ce sont des personnes qui existaient déjà avant, mais que ceux-ci sont des fausses. Je m'assieds par terre et celle-ci s'assied par terre comme moi. Je vais voir le psychologue qui me pose une série de questions. D'abord, il me fait passer un exercice. Ensuite, il me pose une série de questions. Le premier exercice qu'il me fait passer, c'est des numéros, des chiffres, des nombres qu'il va me dire. Le premier nombre qu'il me dit, c'est le nombre 1000. Ensuite, il me dit le chiffre 10. Après, il me dit le chiffre 13. Ensuite, il me dit le numéro 4. Je le regarde et il me dit de faire quelque chose avec ces numéros. Je prends le 13, je prends le 1000 et je prends le 4. Il me dit, que vas-tu en faire? Je le regarde, je l'observe et je lui dis 13 004. À cet instant-là, le psy, à côté, le psychologue, prend son carnet et écrit 1000, 13 et 4, avec à chaque fois en séparation un tiret. À côté, entre parenthèses, à côté d'un égal, il écrit le chiffre 13 004. Il me regarde et me pose une autre question. Il me dit noir, beige, gris, bleu. Que peux-tu me dire de ces couleurs? Je le regarde et je lui dis bleu, psychopathe, gris, triste, noir, perdu. Il fait un rond de chaque couleur avec des crayons. Il prend un crayon noir et fait un rond avec le crayon noir. Il redépose le crayon noir et ensuite, à côté de noir, il écrit perdu. Il fait un rond avec un crayon bleu. À côté, il écrit psychopathe et il repose le crayon. Il prend un crayon beige de couleur chair et à côté, il écrit triste. Ensuite, il me dit que ferais-tu de ces émotions? Je lui dis triste. Je le serai le soir. Psychopathe. Je le serai la journée. Ensuite, il me pose des séries de questions, comme par exemple, te souviens-tu de ta mère? Comment est-ce qu'elle était? Je m'assieds, je me redresse dans mon fauteuil et je lui décris une femme, grande, 1,80 m, de longs talons aiguilles, un jeans bleu foncé. Il me regarde et il me dit de quelle couleur sont ses vêtements. Ensuite, je lui réponds. Elle porte un beau t-shirt blanc. Elle a de larges épaules. Elle a une tête assez fine, des traits assez fins, un regard léger, de beaux yeux bleus et des cheveux noirs. Elle me regarde tous les soirs et je sens encore la caresse de sa main et les battements de son cœur. Il me regarde et il écrit tout ça. Il me dit les battements de son cœur, tu les ressens où ça? Je lui réponds sur sa poitrine. Sur sa poitrine, la poitrine de ma mère. À cet instant-là, il me dit sur la poitrine de ta mère, en hochant la tête. En hochant la tête, il me dit sur la poitrine de ta mère. Je le regarde et je lui dis oui, je sens son corps au travers de sa poitrine. Il me dit et la caresse, tu la sens où? Le long de mes côtes.
Et qu'est-ce que tu ressens? Je lui réponds, les os, les phalanges de ses mains contre les miennes. Il me regarde et il me dit, les phalanges de ses mains contre les tiennes. Je lui réponds, pas contre les miennes, contre mes côtes. Il me regarde, pose son carnet, reprend un autre carnet, et écrit que je ressentais les caresses de ma mère, comme les phalanges de sa main, les os de sa main, contre mes côtes. Il me regarde et il me dit combien de fois elle te caresse. Je lui dis toujours par 3 fois, par 3 coups. Il me regarde et il me dit légèrement, très vite, ou alors de temps en temps, un peu moins vite. Je le regarde et je lui dis toujours lentement, très lentement. Dans un long couloir de l'hôpital, je rencontre Isaac. Je rencontre Isaac dans un long couloir de l'hôpital. Le jeune garçon me demande de le suivre. Le jeune garçon me demande de le suivre, et dans le long couloir de l'hôpital, le jeune garçon m'explique comment faire une rose. Il m'explique comment faire une rose noire. Il me demande de tenir une rose blanche qu'il m'a donnée. Il m'a donné une rose blanche et il me demande de la tenir un instant. Je la tiens, et la seule chose que je sens, c'est la tige de la rose entre mes mains, l'aiguille de la rose blanche qui s'enfonce dans la chair. Je sens le sang qui est en train de se verser le long de la tige. Le long de la tige, je sens mon sang qui est en train de se verser. Le long des épines dans la chair, je sens le sang qui est en train de monter le long de l'épine. Je vois alors le bas des pétales devenir rouge sang. Je vois le bas des pétales devenir rouge sang. Quand je regarde la rose, je la prends. Les pétales tombent les unes après les autres, et à cet instant-là, Isaac arrive, me prend par la main. Je lâche alors tout de suite la rose. Je lâche alors tout de suite la rose et Isaac me prend par la main. Il m'emmène dans une salle rouge, le genre de salle dans lequel on met des photos. Il m'emmène dans le genre de salle dans lequel on fait des photos, dans lequel on met des clichés photos, dans des bassins d'eau. Et il me dit qu'une rose noire est très facile à obtenir. Je le regarde, insatisfait, pas sûr de moi. Pas sûr de moi, je le regarde insatisfait, et il me dit « Regarde, c'est simple. Une rose noire, à la base, c'est une rose rouge. » Je lui dis que je ne comprends plus vraiment là. Il me dit qu'à la base, une rose noire, c'est une rose rouge, mais qu'il suffit de mettre une rose violette à côté pour assombrir le rouge. Il me dit « Ou alors, on prend une rose rouge, on la met dans un vase et on met de l'encre noire dedans pour assombrir la couleur des pétales, et on appelle ça les roses noires. » Je le regarde et je lui dis en voyant sur la porte sur laquelle il est écrit rose noire. Sur laquelle il est écrit rose noire, je vois sur la porte et je lui dis pourquoi est-ce que noir est écrit avec un E? Il se retourne, prend une rose blanche qu'il dépose dans l'eau, il met de l'encre dans l'eau avec un grand bassin. Avec un grand bassin transparent en verre, il met de l'eau. Il met de l'eau dedans, dépose la rose, et avec un autre grand bassin en verre transparent, avec dedans de l'encre, des litres d'encre qu'il verse dans l'eau. Il trempe la rose, appuie sur les pétales, et se retourne vers moi. Il prend ma main et il dit « On dit une rose », alors il y a un E. On dit une rose, alors à noir, il y a aussi un E. Mais c'est uniquement pour les roses noires, me dit-il. Il va récupérer après 5 minutes. Après 5 minutes, il va récupérer l'encre. Il prend ensuite l'encre qu'il sépare de l'eau dans 2 bassins en verre différents. Il prend la rose blanche qui est devenue entièrement noire. Il me la donne et il me dit « Voilà comment on obtient une rose noire. » Je le regarde et je lui dis « C'est impressionnant. » Une fois à l'extérieur, il y a un cadavre par terre, une femme aux cheveux blonds. Cette femme aux cheveux blonds, aux cheveux presque blancs, je la regarde. Son corps est encore chaud,
il y a une aiguille dans son bras, et sa veine est un peu sortie. Sa veine est un peu sortie, il y a une aiguille dans son bras, je la regarde. Je vois que Isaac s'avance, il s'agenouille par terre et dépose la rose rouge dans les bras de la femme. Il dépose la rose rouge dans les bras de la femme. Je m'assieds par terre et je lui raconte mon rêve. Je lui raconte que tous les soirs mon rêve évolue. Il y a des choses en plus qui se rajoutent. Une femme, un jeune enfant sans visage, une pièce, mais toujours la même pièce. Toujours la même. Une salle d'autopsie. Il me regarde et me dit que lui aussi il fait des cauchemars perturbants, que cet endroit réveille nos peurs, qu'il entend des bruits la nuit, des bruits de raisonnement, des bruits de résonance dans les murs, comme des échos. Comme s'il entendait des échos, il entend des bruits, des résonances, des raisonnements, partout autour de lui, mais que ce n'est pas un cauchemar comme moi, ce n'est pas le rêve idéal. Ce soir, on était tous les deux assis par terre, écoutant le bruit de l'horloge. Écoutant le bruit de l'horloge, on était tous les deux assis par terre, écoutant le bruit de l'horloge dans l'un des silences les plus calmes. Dans l'un des silences les plus calmes, on écoutait le bruit de l'horloge. À cet instant-là, je me suis tourné vers une caméra qui était posée sur mon lit. Il y avait cette caméra posée sur mon lit. Quand Isaac a vu que j'ai regardé la caméra, il l'a pris. Il m'a demandé d'aller m'asseoir sur mon lit, juste à côté du carnet, le carnet de feuilles blanches. Je me suis assis à côté, sans regarder le carnet. Et il m'a dit, je vais te poser une série de questions. Je l'ai regardé, et j'ai pensé que c'était comme chez le psychologue, mais je ne lui ai pas dit. Il a allumé la caméra, appuyé sur un bouton rouge, et il y a une petite alarme rouge qui s'est mise en route. Elle ne faisait pas de bruit, mais elle clignotait en même temps que les secondes. Elle clignotait en même temps que les secondes et je la regardais, cette petite alarme rouge. Il y avait des numéros, des chiffres, des nombres et des lettres qui étaient en train de clignoter, de s'allumer, dans un ordre indifférent. Dans un ordre indifférent, des chiffres, des lettres et des nombres étaient en train de clignoter, les uns après les autres, comme sur un magnétoscope, dans un ordre indifférent. Je les regardais, ces chiffres, ces nombres et ces lettres. J'essayais de temps en temps de trouver une combinaison, ou alors même parfois de trouver un nom, un nombre, ou alors peut-être un mot, mais je n'y arrivais pas. Il n'y avait aucune combinaison, il n'y avait pas de combinaison vaincante. Il n'y avait rien à trouver, c'était juste des lettres, des nombres et des numéros qui clignotaient, comme sur un magnétoscope. Et je le regardais. Il est venu s'asseoir à côté de moi, Isaac. Il a mis la caméra vers nous et m'a posé une seule question. Quelle est la première chose que tu vois dans ton cauchemar? Je lui ai dit que je préférais appeler ça un rêve. Il m'a dit, je reformule, quelle est la première chose que tu vois dans ton rêve? Il gardait toujours la mine du stylo. Il gardait toujours la mine du stylo sur sa page, très appuyé sur la feuille avec la mine du stylo sur la page. Il m'a dit, quelle est la première chose que tu vois dans ton rêve? Je lui ai dit, le noir. Avec son stylo, il a écrit, le noir. Il m'a regardé et m'a demandé si c'était un noir complet. Je lui ai dit que c'était un noir complet. Il m'a dit ensuite, qu'est-ce que tu ressens? Je lui ai dit, la peur. Il m'a regardé et m'a dit, quel genre de peur? Je l'ai regardé et je lui ai dit, toutes les peurs. La peur d'être seul, la peur d'avoir peur, la peur des autres, la peur d'être jugé, la peur de ne pas savoir où je suis, la peur d'être perdu. Toutes les peurs en même temps. Quand il m'a regardé, il avait l'air effrayé. Il a écrit alors que je ressentais toutes les peurs. Ensuite, je me suis reculé. Il m'a posé une autre question. Il m'a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi? Je lui ai répondu, une femme
qui n'a pas de visage, un enfant, une fille qui n'a pas de visage, un homme qui est là tout au fond. Il m'observe mais je le vois pas. Et il y a une mariée avec une robe noire. Il y a aussi quelqu'un d'autre, mais je ne l'ai jamais entendu parler, mais je sais qu'il est là. Et il y a cette table d'autopsie, mais il n'y a jamais personne dessus. Il a écrit toutes les personnes qui sont avec moi, toutes les choses qui sont avec moi. Ensuite, on a passé en revue tout ce que j'avais dit. Une femme, un enfant, une personne qui est là, un homme qui me regarde, une table et quelqu'un que je peux sentir mais que je ne peux pas voir. Ensuite, il me demande les odeurs que je sens. Je lui dis l'odeur du métal que je sens à l'extérieur, l'odeur du métal que je sens à l'intérieur dans ma bouche. Ensuite, l'odeur du sang que je sens à l'extérieur et l'odeur du sang que j'ai sur ma langue, sur mes gencives et à l'intérieur de ma bouche. Il me dit autre chose. Je le regarde et je lui dis la pluie. Il pleut juste au-dessus de moi et à l'intérieur. Il y a des gouttes d'eau qui tombent du plafond. Il me regarde et il écrit tout ça. Il va éteindre la caméra et me rejoint. Ensuite, on essaye de mettre tout ça en place. En même temps qu'il m'écoute et que je mets tout ça en place et que j'essaye de mettre un sens à tout ça, il poste la vidéo sur YouTube. Alors là, dans mon rêve, c'était la même chose de nouveau. Le goût du métal, le goût du sang, l'odeur du sang et le goût du métal qui revient tout le temps dans ma bouche. Le goût du métal qui revient tout le temps dans ma bouche, de plus en plus fort. L'odeur du sang qui se fait de plus en plus légère. Et tout autour de moi, il y avait ces voix. Il y avait ces voix tout autour de moi qui parlaient. Elles parlaient et murmuraient, tous en même temps. Toutes et tous en même temps. Elles murmuraient des choses et me parlaient. J'avais ces voix en tête, qui n'arrêtaient pas. Et j'avançais dans le noir, dans l'obscurité, avec le goût du sang en bouche, qui était de plus en plus faible, et le goût du métal, qui était de plus en plus fort. Un moment, toutes les voix se sont arrêtées. À un seul moment, toutes les voix se sont arrêtées. Je me suis assis par terre, et j'ai entendu une seule voix, la voix d'une petite fille, qui est apparue. Cette petite fille qui est apparue devant moi, elle s'est levée, elle m'a regardé, et elle m'a dit, « Tu sais ce que ça fait quand on tue un homme et qu'on le pend ?» Je l'ai regardée, et elle m'a dit, « Tout d'abord, tu vas ressentir un froid dans la gorge. Ensuite, le froid dans la gorge va monter. Tu ressentiras dans le ventre des picotements. Ensuite, après, le froid dans la gorge se transformera en une flamme, un feu brûlant qui fait mal. Ensuite, le picotement dans la gorge et le picotement dans le ventre vont s'éparpiller sur tout ton corps. Après, la flamme va devenir de plus en plus chaude, de plus en plus chaude, toujours plus chaude, jusqu'à ce que tu supplies l'univers de mourir. Et au moment où cette flamme aura atteint son paroxysme, au moment où la flamme sera devenue la plus chaude, tu auras tellement supplié l'univers que tu seras mort, déjà mort depuis longtemps. C'est ça qu'on ressent quand on est pendu. La jeune fille s'en va, et elle tenait à sa main une corde de pendu. Elle s'est retournée, et m'a fait un léger sourire. Elle m'a fait un léger sourire en se retournant. Ensuite, l'ombre a commencé à engloutir le couloir. L'ombre a englouti le couloir, et j'étais assis par terre. J'ai vu une main se tendre vers moi. Quand je l'ai pris, j'ai senti la même chaleur que le corps qu'il y avait dehors. J'ai senti la même chaleur que le corps qu'il y avait dehors étalé par terre,
celui de la jeune femme blonde. Ensuite, la lumière est apparue. La jeune femme blonde était devant moi, comme si elle était encore présente alors que je savais qu'elle était morte. J'ai regardé partout autour de moi. La jeune femme a lâché ma main. Elle m'a remercié, pour je ne sais quelle raison, et elle est partie s'allonger sur la table. Elle est partie s'allonger sur la table, et j'entends encore le bruit de son corps, de ses genoux, de ses coudes, qui sont en train de s'agenouiller et de s'accouder sur la table. Je sens encore le froid sur mes omoplates, de ses omoplates, qui sont couchées sur la table. Je ressens encore le froid de son dos, couché sur la table, et je ressens encore le froid de son corps, de son dos, de ses omoplates, et de ses bras, de ses jambes, couchées sur la table. Je sens encore l'eau dans ses cheveux, qui est en train de traverser les miens. Comme si on était connectés, cette femme et moi. Je ressens l'eau dans ses cheveux, je ressens l'eau sur mes cheveux, et je ressens le froid sur ses omoplates, sur mes omoplates. Je ressens le froid sur son dos, sur mon dos, et je ressens le froid sur ses bras et sur ses jambes, sur mes bras et sur mes jambes. La jeune fille se rapproche de moi et regarde la femme étalée sur la table. La jeune femme étalée sur la table, la jeune fille la regarde, et elle me dit « Tu sais ce que ça fait quand un homme meurt et revient à la vie ?» Elle me dit « Rien, mis à part un picotement. » Ce soir, on commence la vidéo 2. On commence la vidéo numéro 2 le soir. Et Isaac s'installe sur le lit. Il me dit « Viens t'installer, mais juste à côté de moi cette fois-ci. » Je viens m'installer à côté de lui et je ne regarde pas les dossiers qu'il y a à côté de lui, ni les dossiers qu'il y a à côté de moi. Je regarde juste l'horloge et on écoute attentivement l'horloge. Lui, il est sur son lit, en face de moi, et moi sur mon lit, en face de lui. On écoute l'horloge tous les deux. Tous les deux, on écoute l'horloge. À cet instant-là, il va chercher la caméra qu'il avait rangée. Quand il va chercher la caméra qu'il avait rangée, il la pose sur le même socle. Il pose la caméra sur le même socle, appuie sur le même bouton, et les chiffres, les lettres, les numéros réapparaissent, dans un ordre qui ne sont pas le bon. Évidemment, les ordres ne sont pas toujours les bons, et ne seront certainement jamais les bons. Alors je regarde, et cette fois-ci je n'essaye pas de chercher un mot. Je n'essaye pas de chercher une combinaison. Je n'essaye pas de chercher de mots, encore moins de combinaisons, et il me regarde. Il me dit « Qu'est-ce que tu fais si concentré à regarder les chiffres et à regarder les lettres sur le magnétoscope ?» Je lui dis que je cherche une combinaison, un mot, que j'essaye, mais je sais que je ne vais pas y arriver. Il me dit « Tu ne vas pas y arriver, ce ne sont pas des combinaisons vacantes. » Alors il écrit. Il écrit la première question. « Qu'est-ce que tu as ressenti cette nuit ?» Qu'est-ce que j'ai ressenti cette nuit ? Je le regarde et je lui dis. De la peur. Il écrit de la peur. Il me demande ce qu'il y avait d'autre, et je lui dis du froid. Il écrit du froid, et prend son stylo. Il garde son stylo très serré en main. Et je lui réponds, il y avait une femme. Il me demande quelle femme ? Je lui dis, la femme qu'il y avait dans la benne à ordures, la femme qu'il y avait dans la poubelle, celle qui avait une aiguille en main, celle qui avait une aiguille sur le bras et un garrot sur le bras. Il me regarde, et il me dit la même femme qu'il y a dehors, dans la benne à ordures, dans la poubelle, avec un garrot sur le bras et une aiguille dans le bras. Je lui dis, oui, celle-là. Elle était dans mon rêve. Elle m'a amené sur une table, elle s'est posée sur la table, et j'ai ressenti le froid de la table. Il écrit et il me regarde.
Quand il écrit, il me regarde avec un air apeuré. Je lui dis en regardant son visage et son air qu'il n'a pas à avoir peur de mon rêve, c'est un rêve, ce sont des images. Je lui dis alors que les images, c'est simplement des séquences d'images mises par le cerveau en route pour pouvoir faire une image. Il me regarde et l'air de son visage devient un peu mieux. L'air de son visage devient un peu mieux, un peu plus calme. Et je lui dis que le cerveau met en scène des images, il met en route des images pour pouvoir créer une histoire. Il me regarde et il dit qu'il le savait déjà. Je lui demande alors pourquoi il me regarde comme ça. Il dit que mon rêve est impressionnant. Isaac se recule, prend alors tout de suite l'affiche sur laquelle il a écrit toutes les questions. Il me dit « Est-ce que tu as entendu quelque chose ?» Je lui dis « Oui, des murmures, mais je n'ai rien compris. » Ensuite, il me demande « Est-ce qu'il y a un murmure que tu as compris? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as compris ?» Je lui dis qu'il y avait une jeune fille qui m'a dit ce qu'on ressent quand on est pendu, quand on meurt. Je lui dis alors qu'on ressent un picotement dans la poitrine, dans le ventre. Il monte jusqu'à l'œsophage, et ensuite on ressent un froid dans l'œsophage. Ensuite, une chaleur tellement intense qu'on supplie l'univers de mourir. Et quand cette chaleur atteint son paroxysme, on est mort, parce qu'on a supplié l'univers de mourir. J'ai vu Isaac qui s'est tétanisé devant moi. Il s'est tétanisé devant moi et il m'a dit « Autre chose ?» Juste ce mot. Juste ce mot. Juste autre chose. Je lui dis « Oui, je n'ai pas ressenti ce qu'elle m'a dit, mais j'ai vu que cette fille s'est arrêtée un peu plus loin. Elle pleurait et elle mangeait des aiguilles à coudre. » Il m'a regardé et il m'a dit « Quoi d'autre ?» J'ai dit « Rien d'autre. » On s'est assis par terre, on a éteint la vidéo, on a éteint la caméra et on l'a postée en tant que vidéo numéro 2. On a écouté l'horloge le soir quand on est allé dormir, qui faisait. Et puis ensuite, quand la nuit est arrivée, c'était fini. On entre dans le couloir. La salle est différente cette fois-ci. La salle est différente. Elle est très éclairée. Par terre, il y a un parterre de bois. Il grince. Il grince très fort et est très humide. C'est un parterre de bois. Ce sont des lattes de bois que je peux regarder. Je peux les regarder, ce sont des lattes de bois. Et le parterre de bois est très humide et il grince, comme un escalier. Comme un escalier dans un vieux château. Il grince. Tout au fond, il y a une femme nue qui se tient devant moi. Cette femme nue qui se tient devant moi me regarde. Elle a la tête penchée sur le côté. Elle a des yeux bruns très foncés et des cheveux noirs qui tombent sur le côté, sur ses épaules et sur son omoplate. Elle me regarde et ne dit rien. Je m'avance et ça grince très légèrement sur le sol. Je m'avance un peu plus et une autre lumière s'allume. Je commence à avancer un peu plus et le parquet ne fait que grincer. Cette fois-ci, les murmures ont disparu. Les murmures ont disparu cette fois-ci et ne sont plus là. Je regarde, il y a une petite lampe sur le côté. Sur le côté, il y a une petite lampe qui éclaire à peine. Et sur le côté, il y a une autre lampe qui éclaire très fort. Ce sont deux lampes de salon, une lampe de chevet sur le côté et une lampe de salon, une sorte de lustre quelque part. Quelque part, c'est une sorte de lustre qu'on pourrait accrocher au plafond, ou alors qu'on pourrait simplement laisser par terre et brancher à une prise. Tout au fond, il y a cette femme nue qui m'attend, avec la tête penchée sur le côté. Elle me regarde avec ses longs cheveux lisses qui sont penchés sur le côté eux aussi, et qui traversent son épaule et qui arrivent sur son dos. Je la regarde et elle tient un couteau en main. Le couteau est couvert de sang. Le sang est séché. Le sang est séché, le couteau est couvert de sang. Je la regarde, elle regarde le couteau. Je regarde par terre, elle regarde par terre. Je regarde mes pieds et elle regarde ses pieds.
Ensuite, je lève la tête vers le ciel, vers le plafond. Quand je lève la tête vers le plafond, je regarde les éclairages. Ils sont assez clairs et illuminés. Ils m'éblouissent et j'avance. J'avance à l'aveugle avec une main devant mes yeux. Et j'arrive devant cette femme. Le couteau surgit de nulle part et me fait peur. Le couteau qui surgit de nulle part me fait peur et me saisit. Je regarde cette femme et je lui pose une seule question. Qui êtes-vous? J'entends un hurlement. Un murmure bizarre, mais je ne comprends rien. J'entends un murmure bizarre, mais je ne comprends rien. Un hurlement de la part de la femme. Et le couteau me saisit. Cela me rappelle une seule scène, la scène de Psychose sous la douche. Ça me rappelle la scène de Psychose sous la douche, avec la femme qui se fait poignarder. Le couteau me saisit, je mets ma main en avant, mon bras en avant, et je la regarde. Je me fais couper la paume de la main. Ça fait mal. Il y a beaucoup de nerfs dans la paume de la main. Il y a beaucoup de nerfs dans la paume de la main, ça fait mal. Je m'assieds par terre et la femme commence à marcher. Elle se dirige vers le cadavre d'une seconde femme. Elle aussi, elle est nue, avec une jambe sur l'autre. Avec une jambe sur l'autre, elle est nue, sur le flanc gauche, avec un bras tendu, et avec sa main reposée sur sa tête. Avec sa main reposée sur sa tête, et sa tête reposée sur son épaule, un bras tendu sur le côté. Je vois qu'elle est en train de se faire traîner par la seconde femme, qui dépose le couteau par terre. Quand j'essaye de prendre le couteau, ma main passe au travers du manche, comme si j'étais invisible. Comme si j'étais invisible, alors je ne sais pas dire si c'est cette femme qui est un fantôme, je ne sais pas dire si c'est la seconde femme qui est morte, et que elle, c'est un fantôme, ou je ne sais pas dire si c'est moi qui par rapport à elle ne suis pas vivant, et que je n'arrive pas à prendre les objets. Alors je regarde le couteau, comme si je pouvais le prendre avec mes yeux. Comme si je pouvais le prendre avec mes yeux, je le regarde, et j'attends devant, perdu, effondré, sur mes épaules, perdu, effondré, sur mes bras par terre. J'attends dans la même position que la femme nue couchée par terre, avec une lacération sur le bras. J'attends par terre, allongé comme la femme nue, et je regarde ce couteau, espérant mettre ma main dessus un jour. Tard le soir, on refait une vidéo. La vidéo numéro 3. On refait la vidéo numéro 3 tard le soir, et je vois alors qu'il y a un vent glacial dehors. Il y a un vent glacial dehors, et Isaac se retourne vers moi. Il me dit: on va commencer la vidéo. Assieds-toi. Je m'assieds par terre et j'entends, encore une fois, le bruit de l'horloge. Isaac me prend par l'épaule et dit alors: qu'est-ce que tu as ressenti? La peur, toujours la peur. Il écrit la peur et me regarde. Ensuite il me dit: qu'est-ce que tu as vu? Des visages, des hommes, des femmes, des personnes debout, surtout deux femmes qui étaient beaucoup présentes. Il me regarde et il me dit ensuite: qu'est-ce que tu as voulu faire quand tu as vu ces deux femmes? Je lui réponds: fuir, partir, très loin. Mais il n'y avait aucune issue. Il n'y avait qu'une seule porte, devant et derrière. Et je me suis dit que comme j'étais dans mon rêve, peut-être que la porte derrière amenait à la porte devant. Alors je n'ai pas fui. J'ai regardé ces deux femmes. Il me demande qu'est-ce qu'il y avait comme couleur. Je lui dis le noir, le gris. Il y avait beaucoup de blanc et peut-être un peu de jaune. Il y avait la couleur du sang, donc le rouge. Et il me regarde et il écrit tout ça. Il me dit: qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais été cette femme? Je lui dis: je ne sais pas. Je ne l'aurais pas tuée. Avec un air incertain, mais en même temps sûr de moi, je lui dis que je ne l'aurais pas tuée. Je n'aurais pas pris ce poignard. Alors plus tard, je lui explique que j'ai voulu prendre ce poignard, que j'ai voulu le prendre en main, mais que c'était de la défense.
C'était pour me défendre que je l'ai fait. Il me regarde et il me dit « Oui, mais tu as voulu le prendre alors ?» Il m'explique et me demande « Est-ce qu'il y avait cette odeur de métal encore ?» Je lui dis que oui, elle est toujours là, toujours plus puissante. Je lui dis ensuite « Est-ce qu'il y avait cette odeur de froid ? Est-ce qu'il y avait l'odeur du froid, l'odeur de la pluie ?» Je lui dis qu'elle était là, mais un peu moins puissante. Comme si elle n'était pas là, mais elle était là quand même. Il m'explique, l'odeur du sang, elle était là. Je lui dis le goût du sang, le goût du métal était là. L'odeur aussi, un peu plus puissante pour le métal, un peu moins puissante pour le sang, et beaucoup plus puissante pour la pluie. Pour la pluie, le goût de la pluie, c'était bizarre, c'était amer. C'était comme boire l'eau d'une rivière, ou avoir bu la tasse dans la mer. Je le regarde et je lui dis, c'est comme avoir bu la tasse dans la mer. C'est comme avoir bu la tasse dans une rivière. C'est comme être le cadavre qui s'est noyé et qui est resté longtemps, accroché aux rambardes et accroché à la rivière. C'est comme être le cadavre accroché à la rivière qui a été noyé, avec un sac plastique sur la tête, qui est accroché à la rivière et qui est accroché aux racines des arbres. Il me regarde et il me dit « Ok. Et sinon, tu as vu quoi d'autre ?» Je lui dis « Une boussole, par terre. » Il me dit « Une boussole qui indiquait quoi ?» Je lui dis « Le nord. » À cet instant-là, il me dit « Le nord. » Et ensuite, j'ai vu une petite boîte. À l'intérieur, il y avait une autre boussole. Elle indiquait quoi? Je lui réponds alors qu'elle indiquait le sud. Il me demande alors « Est-ce que tu as entendu un bruit particulier ?» Je lui dis « Une petite boîte à musique qui jouait du piano. » Il me demande si j'en suis bien sûr. Je lui dis que j'en suis bien sûr. Cette petite boîte à musique jouait du piano. Une petite musique très légère, très sobre, qui n'existait presque même pas, ou alors elle existait uniquement dans ma tête. Mais il y avait cette musique, juste en face. Il allume la radio, et j'entends cette petite musique à la radio. Il va éteindre la caméra, me regarde, poste la vidéo, et me dit « Cette musique, peut-être que quelqu'un l'a déjà jouée, tu l'as entendue sûrement. » Toujours le même couloir, ça devient incessant. Toujours le même couloir, ça devient incessant, je n'en peux plus. Et je regarde devant moi. Il y a une grille. Il y a une grille, je regarde devant moi. Toujours le même couloir, ça devient incessant, insupportable. Et je regarde devant moi cette grille. Cette grille est fermée par un cadenas. Il y a une deuxième grille derrière à quelques mètres plus loin. À quelques mètres plus loin, il y a une deuxième grille fermée par un autre cadenas. Ensuite, à quelques mètres derrière la deuxième grille, il y a un autre cadenas par terre. Il y a une clé devant moi et je la ramasse. J'ai mal à la main, ça saigne. Ma main a été tailladée plusieurs fois. Plusieurs fois, ma main a été tailladée. Je la regarde, j'ai mal. J'ai mal à la main. Et je regarde, j'ai ma main qui saigne. Et j'observe, le sang est noir. Le sang est noir, j'ai mal à la main. Ma main me fait très mal. Je prends ma main et je regarde. Je regarde attentivement plusieurs lacérations à la verticale. Plusieurs lacérations à la verticale. J'ai maintes et maintes fois essayé. J'ai maintes et maintes fois essayé de réparer ces erreurs. Et je parle sans même savoir ce que je dis. Sans même savoir ce que je dis, je parle. J'ai maintes et maintes fois essayé de réparer ces erreurs. J'ai maintes et maintes fois essayé de réparer ces erreurs. J'ai maintes et maintes fois essayé de réparer ces erreurs. J'ai maintes et maintes fois essayé de réparer ces erreurs. Et j'avance en continuant à dire ça. Je comprends alors seulement au bout. Je comprends seulement au bout que je ne disais pas j'ai maintes et maintes fois essayé de réparer ces erreurs, mes erreurs à moi,
mais j'ai maintes et maintes fois essayé de réparer ses erreurs à lui. Alors j'essaye de chercher qui est celui. J'arrive dans un endroit, avec des cadres tout poussiéreux. J'arrive dans cet endroit, une pièce avec des cadres tout poussiéreux. J'en retire un, je souffle dessus, et je vois une personne apparaître, une personne qui m'est familière, une personne que je pense connaître. J'essuie le cadre avec un peu de mon t-shirt. Avec un peu de mon t-shirt, j'essuie le cadre. Je regarde, et j'aperçois une femme aux cheveux noirs. J'aperçois une femme aux cheveux noirs qui me regarde. Elle m'est familière et je l'observe. Je prends le cadre avec moi. Derrière moi se referme la grille. Derrière moi se referme la grille. Et je pense encore à cette phrase qui se répète dans ma tête. Alors que je ne parle pas, ma lèvre supérieure et ma lèvre inférieure sont posées l'une contre l'autre. Ma lèvre supérieure et ma lèvre inférieure sont posées l'une contre l'autre. Je fais silence. C'est le silence complet, c'est le calme. J'avance dans le calme, je n'entends que mes pieds frapper le sol légèrement, et je n'entends que le parquet grincer. J'avance, et cette phrase qui résonne dans ma tête, j'ai maintes et maintes fois essayé de réparer ces erreurs. Je comprends que c'est les erreurs d'une autre personne. Mais qui? Mon père, ma mère, mon frère, une personne que j'ai connue, une personne que j'ai oubliée. Je ne sais pas si c'est une personne que j'ai oubliée et que j'ai connue. Je ne sais pas si c'est Isaac. Je ne sais pas si c'est Isaac, une personne que j'ai connue et que j'ai oubliée. Je ne sais pas si c'est ma mère. Je ne sais pas si c'est mon père. Mais j'arrive dans un endroit où je vois ma main dans un miroir. Je lève ma main à côté de moi, au niveau de ma bouche et de mes lèvres. Je regarde, ma main est lacérée, à la verticale. À la verticale, ma main est lacérée. Le sang noir coule, il n'est pas rouge, et une lumière s'allume. Une lumière s'allume, le sang noir coule, et cette lumière qui s'allume, en même temps, je ressens dans ma bouche la puissance amère du goût du métal, et je ressens la puissance sucrée du goût du sang. Je ressens la puissance sucrée du goût du sang, comme quand on se coupe et qu'on lèche notre doigt. Je ressens la puissance amère du goût du métal, qui m'est insupportable, et je regarde ma main. Je serre mes doigts et je les referme. Il m'est interdit de faire gigoter mes doigts. Je referme mes doigts en poing, et j'ai mal. Avec un verre de whisky à la main, le psychologue étudie mes dessins. Le psychologue étudie mes dessins avec un verre de whisky à la main le soir. Le soir, tard le soir, il étudie mes dessins. Le premier est le dessin d'une femme. C'est le dessin d'une femme nue, par terre, allongée. Elle ne fait rien. Elle est juste allongée par terre, et elle ne fait rien du tout. À côté d'elle, c'est vide, et elle est sur un rocher qui fait à peu près sa taille. Sur un rocher qui fait à peu près sa taille, elle est par terre allongée. Elle regarde le soleil. Autour d'elle, il y a des rochers, des montagnes, il y a peut-être une rivière. Et partout autour d'elle, c'est le vide, le néant. Partout autour d'elle, c'est le vide, le néant. Il y a des rochers, il y a une rivière, mais elle est seule, allongée par terre. Le deuxième dessin, c'est le visage d'un homme. Il sourit, il est heureux, il est content. Il est content, il est heureux, il sourit. Mais tout son visage, du côté gauche, est déchiré. Son arcade sourcilière, à droite, est cassée. Son œil est un peu retombé vers le bas. Il regarde vers le haut, mais il sourit. Il est heureux. Le dessin qui suit, c'est une jeune fille avec une boîte à musique. Elle est triste et elle pleure. Il y a plusieurs dessins de ce type. Il y a plusieurs dessins de ce type parce que la jeune fille est triste. Il y a une suite de dessins. Il faut tous les mettre en pile
et les faire passer les uns au-dessus de l'autre, et on voit que la jeune fille fait tourner la boîte à musique. Il n'y a pas de son, malheureusement. Il n'y a aucun son. Rien. Le dessin suivant, c'est un arbre. En dessous, il y a une jeune fille, avec des ballons. Il y a une jeune fille avec des ballons en dessous. Elle attend quelqu'un. Elle attend peut-être quelqu'un. L'arbre, lui, est énorme. Il fait peut-être des centaines de fois sa taille, et la jeune fille est toute petite. Les ballons sont minuscules. Elle espère peut-être partir de là un jour et s'envoler. Le dessin suivant, c'est un dessin avec une femme contre un mur. Elle regarde à droite, elle regarde à gauche. À droite, elle voit le cadavre de sa fille. À gauche, elle voit le cadavre de son père. À gauche, le cadavre de son père. À droite, le cadavre de sa fille. Devant elle, elle ne peut pas bouger. Il y a un miroir qui la reflète. Ce miroir qui la reflète, elle le regarde. Dedans, il y a une seule chose, son reflet, son visage, son expression. Le dessin qui suit, c'est un lit aménagé. Le dessin qui suit, c'est un lit aménagé, avec des draps blancs et immaculés, propres, qui sentent bon. Dessus, il y a un bouquet de fleurs, et une femme est allongée. Un homme arrive et lui prend la main. Il la serre très fort et s'assied à côté de lui. S'assied à côté de la jeune femme, lui prend la main. Les draps sont propres, le lit est blanc. Le lit, c'est un lit de place. À côté, il y a un buisson. Juste devant lui, il n'y a rien. Il n'y a pas de porte. C'est fermé, c'est clos, c'est éteint. C'est éteint, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de porte. Il y a un grillage sur le côté. Il y a un grillage sur le côté. Juste une seule chose. Une petite fenêtre qui a été mise là. Il y a juste une petite chose, une petite fenêtre qui a été mise juste là. Et cette petite fenêtre qui a été mise là, tout en haut, comme si on ne pouvait pas l'atteindre, comme si on ne devait pas l'atteindre, comme si les personnes ne voulaient pas l'atteindre. Elle a été mise là, avec plusieurs barreaux, qui ont été mis à l'horizontale et à la verticale. L'homme regarde ces barreaux à l'horizontale et à la verticale, et la jeune femme se réveille. Le soir, dans un calme meurtrier, le psychologue vient nous examiner. J'enlève mon t-shirt, et toi, tu enlèves ton t-shirt à côté de moi, tu me regardes. Le psychologue prend alors son bic, il appuie sur nos pectoraux, ensuite sur tes pecs à toi. Il demande si ça fait mal, appuie sur nos épaules, appuie sur nos bras. Il nous dit, c'est bon, vous pouvez vous habiller. Je le regarde et je lui dis, vous n'êtes pas psychologue? Il dit, oui, mais je suis l'unique médecin de cet hôpital. Alors je le regarde. Quand il me dit qu'il est l'unique médecin de cet hôpital, le seul, je lui dis que c'était vrai. On n'avait jamais croisé quelqu'un d'autre que lui d'avant. Alors il nous pose des questions. Il nous dit, rhabillez-vous et venez vous mettre ici, là, en face. On vient se mettre en face et il nous dit, est-ce que vous avez déjà éprouvé le besoin de crier? On regarde le médecin, le psychologue, et on lui dit, criez, comme ça, d'une quelconque manière. On lui répond tous les deux, non, on n'a pas eu besoin de crier. Il nous dit, est-ce que ça vous arrive de vous sentir seul? On répond tous les deux, non, ça ne nous arrive pas. À cet instant-là, il nous regarde et il montre un dessin. Il demande, et ça veut dire quoi? Je lui explique, cet homme,
Qui c'est? Je lui dis, je ne sais pas, je n'ai aucune idée de qui c'est. Je ne sais même pas qui ça peut être. Il me regarde et il me dit, tu as bien une idée, une petite idée, de qui ça peut être. Je lui dis que non, je ne sais pas. Je lui dis alors que tout ce que je sais, c'est que son visage est déchiré, qu'il sourit, qu'il se sent bien, même si son visage est déchiré. Ensuite, il montre un autre dessin, et il me demande qui sont les deux personnes que tu as emprisonnées là. Je lui dis, mais regardez, elles ne sont pas emprisonnées. La porte, elle est au-dessus, c'est le plafond, la porte. Quand il me regarde, il dit, désolé, je n'avais pas bien regardé ton dessin. Donc, il explique pourquoi est-ce que tu as mis la porte au plafond. Je lui réponds alors pour ne pas qu'il parte. Alors, il pose son bic à côté. Il pose son bic juste à côté de ma main qui était appuyée sur la table. Et il dit, si tu as mis la porte au plafond pour ne pas qu'ils partent, c'est que tu voulais les emprisonner. Alors qui sont ces deux personnes? Je lui réponds, elles ne sont pas emprisonnées, elles s'aiment bien. Elles sont là de leur plein gré. Il me regarde et il dit, mais qu'est-ce qu'elles font avec le lit et le bouquet de fleurs? Je réponds qu'il y en a un qui est mort et que l'autre est vivant. À côté de moi, tu me regardes, Isaac, et tu es en train d'essayer d'analyser, toi de ton côté. Toi de ton côté, tu es en train d'essayer d'analyser mes dessins, mes réponses. Comment je parle, c'est-à-dire si je parle méchamment, si je parle sévèrement, si je suis strict, si je suis droit. Tu analyses ma droiture, si je suis strict, si je ne parle pas, si je n'ai pas envie de parler, si je suis récalcitrant, si je suis tendu, distendu. Tu regardes tout ça, je le vois, même si je ne te regarde pas, parce que j'établis un contact avec le psychologue qui me pose des questions. Avec le psychologue qui me pose des questions, j'établis un contact, je le regarde. Je le regarde droit dans les yeux. Et je vois que quand je le regarde dans les yeux, je vois que quand je regarde le psychologue dans les yeux, ses yeux s'agrandissent, ses pupilles se dilatent. Alors je te regarde toi, Isaac, pour voir si ça fait la même chose. Isaac, toi, quand je te regarde, tes pupilles deviennent plus fines, plus petites. Le psychologue, quand je le regarde, ses pupilles deviennent un peu plus dilatées, très dilatées, fort dilatées. Il me montre un autre dessin, et je lui dis que ce dessin, je n'ai aucune idée de l'avoir fait. Je ne m'en souviens même pas. Ensuite, il nous dit qu'on peut rentrer dans nos chambres. Après avoir fermé la porte de nos chambres communes, il reprend les dessins, et étudie les dessins sur le côté d'une table, juste à côté de la fenêtre, et il pleut dehors. C'était très tard le soir, et je marchais jusqu'à la piscine. Je marchais jusqu'à la piscine et c'était très tard le soir. Ça sentait le chlore partout. Ça sentait le chlore partout autour de moi. L'air était silencieuse, mais puissante. Quand je suis rentré dans ma chambre, j'ai eu l'impression de voir cette femme qui me regardait. J'ai eu l'impression de voir cette femme qui me regardait par la fenêtre. Elle était neutre, elle ne bougeait pas. Elle me faisait un signe de la main tendue au niveau de son visage, qui bougeait de droite à gauche, uniquement avec le poignet. Je la regardais et elle souriait très fort, comme si elle était heureuse de me voir. Comme si elle était heureuse de me voir, elle souriait très fort. Elle était en face de la fenêtre, juste contre. Juste contre, en face de la fenêtre, elle me regardait. Elle était contente de me voir, je le ressentais. Je ressentais une sorte de chaleur qui venait d'elle, qui s'émanait. Je sentais une sorte de chaleur qui s'émanait d'elle, qui s'émanait de la fenêtre, de l'endroit où elle se trouvait. Je marchais dans la salle commune,
et chaque fois que je passais devant la porte et que je la voyais, elle souriait et me suivait du regard. Je sentais cette chaleur s'émaner de toutes les fenêtres en arc de cercle. Les fenêtres qui étaient en arc de cercle, je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'en émanait, une chaleur douce et puissante, comme quand on se met uniquement dans l'endroit dans lequel il y a un rayon de soleil qui passe. Comme quand on se met dans l'endroit là où il y a uniquement un rayon de soleil qui passe, c'était la même chose. Je sentais dans l'arc de cercle, là où il y avait toutes les fenêtres, je sentais une chaleur s'émaner. Et elle était là, elle me regardait. Je ne souriais pas, je marchais, je faisais un cercle. Je faisais un cercle dans l'arc de cercle, et je marchais entre les couloirs. Entre les couloirs, entre les tiroirs, les armoires, entre les fenêtres, entre les tables et les chaises, je marchais, dans la salle commune, entre les tiroirs, les armoires, les couloirs, entre les chaises, je passais en dessous de la télé. Je passais en dessous de la télé qui est suspendue, un écran qui était suspendu au mur. Je passais en dessous, je regardais les lumières bleues, rouges et jaunes, et elle était là. Les lumières bleues, rouges, jaunes et oranges du modem de la télé, je les regardais. Ensuite, elle souriait, c'était le soir, une fois passée en dessous de la télé, à regarder les petits points bleus, rouges, oranges, jaunes et blancs. Je la regarde. Elle souriait toujours. Elle était là à la 3e fenêtre, un peu plus loin de la 4e qui était proche de la fenêtre. La 4e fenêtre proche de l'ouverture, la porte. La porte de sortie, 4 fenêtres plus loin, elle était là à la 3e fenêtre. Je regardais, il était 3h36 du matin. Il était 3h36 du matin, 4 fenêtres plus loin à la 3e fenêtre. Cette femme était là et souriait. Neutre, elle me regardait, elle souriait, et j'avais l'impression qu'on était en plein jour parce qu'il y avait cette femme qui souriait, et cette chaleur à l'intérieur. Il faisait tellement chaud que j'en transpirais, mon t-shirt était mouillé, et j'ai regardé cette femme. Elle restait là neutre, elle ne faisait rien. De temps en temps j'allais dans les couloirs pour pouvoir l'éviter, mais je sentais encore son sourire qui m'observait, son regard neutre, et sa présence qui était là. Ce n'était pas une morte, non. Ce n'était pas une morte. C'était juste une femme étrange, appuyée contre la vitre, qui me regardait moi. Et moi, j'étais là. Moi, j'étais là, et cette femme étrange appuyée contre la vitre, qui ressemblait de manière similaire à ma mère, je l'ai regardée. Cette femme qui ressemblait de manière similaire et exacte à ma mère, elle était là. Elle me souriait, toute la nuit. Toute la nuit, je l'ai vue. Et je lui ai dit, pars, pars. Mais elle est restée. Elle est restée encore. Et pourtant, j'étais en face de la vitre et je lui disais, mais pars, pars. Et elle restait à me regarder, à m'observer. Je suis parti dans la chambre, j'ai fermé la fenêtre. Et là, j'ai cru voir ma mère, mon père, devant moi, à la fenêtre de ma chambre, derrière les rideaux, qui souriait comme elle. De nouveau, ce soir-là, je vois une femme choisir son visage. Je vois une femme choisir son visage à nouveau ce soir-là, et je la regarde. Je lui demande alors, qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, rien, je ne fais rien. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Me dit-elle. Rien, je ne fais rien. Ensuite, je continue, et j'avance dans cette maison. J'avance dans cette maison. Elle choisit son visage, elle choisit un visage heureux. Et on avance tous les deux. Elle me demande, tu connais cet endroit? Je lui dis non, je ne connais pas cet endroit. Je réponds alors, et toi, tu connais cet endroit? Elle me dit, non, c'est une maison, aux parois blanches, plongée dans le noir. Cette maison aux parois blanches, plongée dans le noir, avec un intérieur vide,
avec des cartons partout autour, un escalier cassé, comme si on avait forcé dessus, comme si on avait forcé dessus, avec une arme, avec un fusil, ou alors peut-être avec une massue ou un marteau, avec un pied de biche, avec une clé de 12, avec un marteau, avec une massue, avec une arme massive. Il y a un grand escalier, et il y a quelques fenêtres. Dehors, il y a un terrain de jeu pour les enfants. Il y a un arbre, et la jeune femme s'enfonce dans la forêt. Elle attend et elle me dit, en me tendant les bras, en me tendant les 2 bras vers elle, elle dit « Viens, je te servirai de guide ». Dans la forêt, elle marche et j'évite les racines. Les racines sont assez grandes, c'est difficile de les éviter. Et on avance, on avance. Elle me dit « Viens, je te servirai de guide ». Elle répète ça souvent. Des voix partout autour qui ont l'impression de devenir des racines. Ces voix qui partout autour ont l'impression de devenir des racines. Je m'abaisse un instant. Un instant, je m'abaisse par terre. Ensuite, je me pose par terre. Après m'être posé par terre, après m'être abaissé par terre, je regarde et j'entends. Ne la suis pas. Ne la suis pas. Non, ne la suis pas. Ne la suis pas. Alors je l'entends dire, viens, je te servirai de guide. Elle me tend ses 2 bras, et je prends ses 2 bras. Elle part en courant. Elle choisit un autre visage, un visage de colère, de peur, d'anxiété et d'angoisse. Je suis cette femme. Je sens que ses mains ne sont pas vivantes, que c'est les mains d'une marionnette, d'une poupée, d'un pantin. Cela me rappelle vaguement la salle d'attente. Cela me rappelle vaguement la salle d'attente, vaguement le médecin, vaguement les personnes qui y étaient, vaguement l'enfant qui était là pour son bras cassé, vaguement la jeune femme qui avait un œil lacéré, la jeune femme et le jeune homme qui avait un plâtre. Alors elle m'emmène dans cette maison, et on arrive à l'arrière de la maison. On passe par une porte sur laquelle il y a 3 charnières, sur laquelle il y a une chaîne pour ouvrir. Elle prend la chaîne, elle ouvre, et elle me fait passer en premier. Elle me dit « Tiens, passe », me poussant très légèrement. J'arrive à l'intérieur de la maison. Dans le jardin, elle me dit « Tiens, regarde tout au fond. Un cheval blanc. » Le cheval est blanc, j'arrive à le voir très légèrement à cause d'une ombre. Il y a un arbre juste au-dessus d'une cabane en bois. Elle me dit « Tiens, c'est là-bas qu'il faut aller. » Je commence à marcher. J'ai peur, il y a des trous, et je ne sais pas où je suis. Il y a des trous dans la terre, je ne sais pas où je suis, j'ai peur. Elle me dit « C'est là-bas qu'il faut aller, tout droit, ne fais pas attention à la terre, ne fais pas attention aux racines et aux trous. » Je la regarde, je me retourne et je dis « Ne fais pas attention aux trous et aux racines. Comment ça, les trous et les racines ?» Elle me dit « Partout autour de toi, il y a des trous dans la terre et des racines qui longent la forêt. » Elle m'explique qu'il y a des racines qui longent la forêt et qui longent la petite rivière. Il y a des racines qui longent la petite rivière qui sépare les champs en 2 et qu'il y a des trous partout autour à cause des moissons et les saisons des moissons. Je la regarde et je lui dis « Alors qu'est-ce qu'on fait ?» Elle me dit « Attends là ». Et je vois qu'à l'arbre il y a plusieurs cordes de pendu. Un instant, je m'assieds par terre et je dis « Tu ne comptes quand même pas me pendre ?» Elle me regarde et elle dit « Non, regarde, ces 2 cordes de pendu ont été mises là pour escalader l'arbre. » Je suis soulagé, je respire, j'inspire et j'expire. Je commence à grimper à l'arbre avec elle, et la jeune femme disparaît soudainement quand je me retourne. Tard le soir, la vidéo recommence. Cette fois-ci, on a invité le psychologue à venir. Il s'installe par terre et on s'installe par terre à côté de lui. Je vois alors que Isaac met la vidéo en route. Il allume et ensuite, je viens me mettre à côté du psychologue. Le psychologue me pose une question. À quoi ça sert ? Je lui dis qu'on enregistre toujours tous les soirs ce qui s'est passé. Il me regarde et note.
Isaac me pose une question. Qu'est-ce que tu as ressenti? Je réponds de la colère. Le psychologue note. Isaac note et me regarde. Je regarde par la fenêtre et le psychologue me dit à quoi tu penses. Isaac répond. Qu'est-ce qu'il y avait ensuite comme odeur? Je lui dis le métal. Je réponds au psychologue de la tristesse parce qu'il pleut. Ensuite, Isaac note la tristesse et le goût du métal. Je regarde ensuite par la fenêtre et je vois une lumière blanche, la lumière d'un néon, le néon d'un motel. Le psychologue me dit à quoi tu penses là? Je lui dis je ne sais pas, peut-être à l'amour. Il me demande pourquoi, le psychologue me demande pourquoi, je lui dis peut-être parce qu'il y a des personnes amoureuses dans cet hôtel, et je vois qu'il note, il écrit. Isaac me dit il y avait quoi d'autre? Je lui dis le froid, comme d'habitude, comme tout le temps. Il écrit le froid. À cet instant-là, je pense, et le psychologue me dit à quoi tu penses? Je lui dis je ne sais pas. Il est 11h11, c'est une heure miroir. Je le regarde et je dis oui, et 11h11, c'est quoi pour toi? Une heure miroir. Oui, mais quoi? Je lui dis alors je ne sais pas. Peut-être la chance, la malchance, peut-être l'amour, peut-être la haine, peut-être l'envie, peut-être le désarroi. Le psychologue me regarde et réfléchit. Isaac regarde par la fenêtre. Le psychologue dit à Isaac, à quoi tu penses toi? Je regarde le psychologue et je dis non, non. Ici, Isaac pose des questions, il ne répond pas. Alors, Isaac reprend tout de suite son stylo. Et il reprend tout de suite son carnet. Il y avait quoi cette fois-ci? Je lui dis la jeune fille, les deux jeunes femmes nues. Il y avait le couteau. Il y avait une femme en porcelaine qui m'emmenait dans la forêt. Une maison blanche qui était noire la nuit. Une barrière. Je vois le psychologue écrire tout ça, et je vois Isaac qui dit une barrière. Deux femmes nues. Je dis alors d'une quarantaine d'années au moins. Je vois que Isaac me regarde et dit « Il y avait quoi d'autre ?» Je lui dis cette fois-ci, l'homme avec le chapeau n'était pas là. Je lui dis, cette fois-ci, il y avait la jeune fille qui me racontait comment ça fait d'être pendue et de mourir. La jeune fille qui me disait comment ça fait, qu'est-ce que ça fait de se pendre et d'être pendu, qu'est-ce que ça fait de mourir pendu. Elle me le racontait tout le temps. Elle venait tout le temps. Elle était là cette fois-ci et elle me l'a raconté, même si je savais ce qu'elle allait dire. Ensuite, il y avait une lumière blanche tout au fond. Le psychologue me dit, est-ce que pour toi ça pourrait être une porte de sortie? Je dis, il n'y a pas de porte de sortie à mon rêve, c'est une suite d'images, et elles vont chaque fois se métamorphoser, chaque fois évoluer. Le psychologue me dit qu'il y a toujours un moyen de sortir de ses rêves. Je n'en suis pas sûr, je n'en suis pas si sûr. Je lui dis, non, on ne sort pas de ses rêves. C'est les rêves qui décident quand nous on sort d'eux. Alors, là, je vois Isaac qui dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, le jour où je ne verrai plus rien, mes rêves pourront décider de me laisser sortir. Le psychologue me dit comment ça? Je réponds, bah le jour où je ne verrai plus rien. Les suites d'images seront détruites parce que je n'aurai plus rien à voir. Je dis au psychologue, je n'aurai plus rien à voir. Je n'aurai pas plus rien à observer. Je pourrais penser et imaginer les images, mais je ne pourrai pas les voir physiquement. Alors ce sera détruit. Tout ce sera détruit. Et le rêve pourra cesser d'exister. Le rêve pourra me laisser partir. Je vois Isaac qui écrit et qui me dit « Ok, mais imaginons hypothétiquement que tu sois aveugle. Qu'est-ce que tu imaginerais alors ?» Je réponds tout ce que j'ai vu. Le psychologue me dit « Mais si tu veux fuir tout ce que tu as vu, pourquoi est-ce que tu imaginerais tout ce que tu as vu ?» Je lui réponds « Je ne sais pas. Peut-être machinalement. Peut-être que c'est mécanique. » Alors, je lui dis « De toute façon, quand on voit quelque chose et qu'on y pense, on peut imaginer les images, mais pas physiquement.
seulement les voir et les imaginer, sous une forme quelconque. Sous une forme quelconque, on peut imaginer les images. Le psychologue me dit, oui, mais si tu les imagines, tu les vois. Je lui dis non, pas forcément. Ce ne sont pas des images vues par l'œil, ce sont des images pensées par la pensée. Isaac regarde et dit c'est quoi la différence? Je dis alors à Isaac et au psychologue qu'une image pensée par la pensée, c'est une image qui a été pensée et imaginée, donc elle n'est pas forcément réelle. Une image vue, c'est quelque chose qui a vécu, quelque chose de vivant qu'on a vu dans la vie, donc elle est réelle. Et là, les rêves peuvent faire des suites d'histoires et raconter. Mais si on pense et que c'est une image pensée, les rêves ne peuvent pas. Alors je serai libéré. Ils écrivent tous les deux quelque chose et ne me disent pas. Ce soir, on demande au psychologue de faire une séance d'hypnothérapie. On demande au psychologue de faire une séance d'hypnothérapie et il nous dit pourquoi, à quel sujet. Je le regarde et je lui dis pour mes rêves. Vous vous souvenez, la vidéo? Et il dit alors, oui, rendez-vous dans mon bureau, à minuit. À minuit dans son bureau, je m'assieds. Il me dit, je vais compter jusqu'à 10. Et il commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, il s'approche un peu plus et fait tourner la pendule. Il la fait pendre juste devant moi, claque des doigts, et me dit, pense à une seule chose de ton rêve, à une seule chose. Je lui dis, la femme. Il me dit, très bien. Ensuite, la pendule commence à pendre, à se balancer, à gauche et à droite, à gauche et à droite. Il fait calme. Il me dit, maintenant, imagine un endroit où tu te sentirais seul, en sécurité. Je lui dis, une église. Il me répond, très bien, une église. Je rentre à l'intérieur. Je sens alors sous mes pieds le parquet grincer. Je sens sous mes pieds le parquet qui grince. Et il me dit, à l'intérieur, qu'est-ce que tu vois? Je réponds tout doucement, une femme. Elle est par terre. Et elle prie. À ce moment-là, j'entends le psy me dire, et qu'est-ce qu'elle dit? Je réponds, elle parle à l'envers, je ne comprends pas. Il me dit, elle parle à l'envers comment? Les phrases sont à l'envers? Les mots sont à l'envers. Je réponds alors que les mots sont à l'envers, qu'ils ne sont pas prononcés comme ils le devraient. Il me dit, c'est bon, reviens en arrière alors. Je lui dis, je ne peux pas. Il y a une femme qui m'a interdit de le faire. Il me demande alors comment est cette femme. Je lui dis, c'est une femme noire. Elle s'avance vers moi. Elle est gentille. Elle est gentille. Mais elle me dit de ne pas quitter l'église. Là, elle m'offre une croix, un pendentif. Elle m'offre un pendentif et elle me dit, ne quitte jamais plus l'église. Ne va jamais plus vers cette femme. J'ouvre la porte de l'église, regardant la jeune femme qui m'offre le pendentif. Je lui dis, je suis désolé. J'ouvre la porte et il pleut. Je vois le regard et le visage de la femme qui priait. À cet instant-là, je me réveille et il me dit, tu vas sortir de l'état hypnotique dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Une fois sorti, après 20 coups, de l'état hypnotique, il me dit « Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as ressenti ?» Je lui dis « J'ai vu une femme, j'ai ressenti du froid. Est-ce que tu as goûté des choses ?» Je lui dis le goût du métal, beaucoup trop fort pour pouvoir rester la bouche fermée. Je lui dis le goût du sang, beaucoup trop fort pour pouvoir rester la bouche fermée. J'ai dû garder la bouche ouverte. Je ressentais même le goût de l'humidité, c'était horrible. Alors, il me dit, est-ce que tu as senti autre chose, de la chaleur de temps en temps? Il me dit, est-ce que tu avais l'impression qu'il se passait quelque chose de bizarre? Je lui dis, j'avais l'impression de marcher tellement lentement que je ne touchais pas le sol. Alors il me dit, ok. Et qu'est-ce que tu penses de ce rêve? Je leur dis que je pense que ce rêve est terrifiant. Pour conclusion, on fait une vidéo. On fait une vidéo pour conclusion. Et on parle. Qu'as-tu vu? Une fille? Qu'as-tu ressenti? Le froid. Qu'as-tu envie de dire? J'ai peur. Que ressens-tu maintenant? Là. L'envie de partir. Isaac me regarde, assis par terre contre le mur, et il me dit le froid, sur une échelle de 1 à 10. Je réponds 8. Le psy me regarde et me dit la chaleur, sur une échelle de 1 à 10. 4. Le psy note alors ok, la moitié du froid. Je dis alors et je ne sais jamais quel jour on est dans un rêve. Isaac me dit, est-ce que tu serais estimé hypothétiquement? Hypothétiquement, est-ce que tu serais estimé? Quel jour on était? Je réponds alors, jeudi. Ensuite, il me dit, et dans ton prochain rêve, tu penses qu'on sera vendredi? Le psy me regarde, et je lui dis, non, on sera sûrement lundi. Ça s'écoule pas normalement dans un rêve. Je regarde le psy et je lui dis, les rêves, c'est comme l'enfer. S'ils sont bien, c'est comme le paradis. Le psy écrit ça, et je vois Isaac qui me regarde et il dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Si un rêve est mauvais, un rêve se passe toujours dans le noir. Ça ressemble à l'enfer. Alors je les regarde et tous les deux sont un peu perdus. Je m'explique. Je dis alors que, comme tout se passe dans le noir, qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'y a pas de secondes, de minutes et d'heures. Il n'y a pas d'heures, de secondes, de minutes. Tout se passe dans le noir. Tout est arrêté dans un rêve. Mais on a l'impression que tout fonctionne, qu'il y a du temps. On a l'impression qu'il y a un temps, un début, un milieu et une fin. Mais tout est arrêté dans un rêve. Ce sont des images capturées. Ce sont des captures qui ont été faites par le cerveau, mises l'une après les autres, uniquement ça. Ce sont uniquement ça, des captures, mises l'une après les autres, pour pouvoir créer une suite. Et la suite, ce n'est que des suites d'images. Et une image est arrêtée à un instant, à un moment. Alors, si vous m'arrêtez pendant mon rêve, on peut être jeudi, et si vous m'arrêtez un peu plus loin dans mon rêve, on peut être vendredi. Si vous m'arrêtez un peu plus tôt, on peut être lundi. Si vous m'arrêtez un peu plus loin, on peut être quelques mois plus tard.
Ils me regardent tous les deux et écrivent. Et me demandent si la jeune fille au visage pâle était là. Je dis la jeune fille au visage pâle. Je ne dis que c'est pas une jeune fille au visage pâle. C'est une jeune fille qui n'a pas de visage. Ils me demandent tous les deux la jeune fille qui n'avait pas de visage. Est-ce qu'elle était là? Je dis non. La jeune fille qui n'avait pas de visage n'était pas là. La jeune femme qui n'avait pas de visage n'était pas là. L'homme avec un chapeau n'était pas là. La femme allongée par terre n'était pas là. La femme au couteau n'était pas là. Cette fois, dans mon rêve, toutes les salles étaient vides. Il me demande alors la salle d'attente, elle était là. Je dis, la salle d'attente. La salle d'attente était vide. Les chaises étaient vides. Les cadres, ils étaient vides. Et cette fois-ci, ils n'étaient pas poussiéreux, c'est comme s'ils sortaient de l'emballage. Il me regarde quand je dis c'est comme s'ils sortaient de l'emballage. Les cadres étaient comme si on venait de les acheter. Ils sortent de leur emballage. Isaac me pose une question. Et ton rêve alors, qu'est-ce qu'il en est devenu? Je hausse les épaules, je regarde par la fenêtre, le psy me demande ce que je ressens. Je dis de la liberté. Et quand je dis de la liberté, il me dit quoi comme liberté? Je réponds alors, je sais pas. Comme si, l'espace d'un instant, on m'avait offert le bénéfice du doute, ou alors le libre arbitre. Comme si on m'avait offert le libre arbitre, ou le bénéfice du doute, et que pendant mon rêve, je faisais peut-être volte-face. Le psy hausse les épaules, me regarde, fait un signe de la tête. Isaac me regarde, fait un signe de la tête, hausse les épaules, regarde le plafond, me regarde moi, et écrit « Bénéfice du doute, volte-face ». Et aussi que j'avais peut-être accordé un temps à mon rêve. J'avais accordé un temps à mon rêve pour pouvoir le comprendre, et il écrit « Bénéfice du doute, volte-face », et qu'on m'avait accordé quelque chose d'autre. Conclusion de mon rêve. J'ai compris. Il fallait simplement lui accorder du temps. Un rêve, c'est comme une personne. Conclusion de mon rêve, j'ai compris. Il fallait lui accorder du temps. J'ai été arraché par mes parents. J'ai été arraché par mes parents adoptifs à ma mère. J'ai été arraché à ma mère par mes parents adoptifs. Ma mère biologique est morte durant son accouchement. On m'a enlevé de son corps mort et je suis parti chez mes parents adoptifs. Je suis parti et j'ai été arraché à ma mère biologique morte pendant l'accouchement. On m'a enlevé de son ventre quand elle est morte et je suis parti avec ses souvenirs. C'est pour ça que je ne comprenais pas ce que je voyais. C'était les souvenirs de ma mère biologique, pas les miens.